Je m'appelle Odette. J'ai 70 ans et ce soir-là, à la Villa Les Glycines, on fêtait mon anniversaire comme on inaugure une pièce de mobilier, avec des fleurs, des sourires et cette manière polie de ne jamais demander si l'objet a une vie intérieure. Le salon brillait d'une lumière crème, patinée, soigneusement étudiée. Des verres en cristal attrapaient les reflets des appliques et les renvoyaient comme des petites étincelles de richesse. Sur le piano, quelqu'un jouait Chopin, pas trop fort, pas trop libre, juste assez pour donner à la soirée une âme, sans que cette âme dérange. On avait posé des bouquets de lavande dans des vases hauts, comme si la Provence pouvait tenir elle aussi dans un accessoire de décoration. Moi, j'étais en noir. Pas le noir du deuil, pas exactement. Le noir d'une femme qui a compris qu'on la voit mieux quand elle se fait discrète. Une robe simple, bien coupée, sans bijoux, sans éclat. Je traversais les invités comme une ombre utile. On me frôlait, on me saluait, on me remerciait, toujours pour les mêmes choses. Odette, quel merveilleux buffet! Odette, vous avez pensé à tout. Odette, quel sens de l'organisation! Jamais. Odette, comment allez-vous? Je souriais. Je faisais ce que je sais faire depuis 50 ans, tenir un monde debout sans qu'il se voie. Mes mains, elles, ne mentent pas. Sous la manche, elles portent encore l'histoire de mon corps. Les phalanges légèrement épaissies, la peau sèche au bord des ongles, les petites marques invisibles qu'on ne remarque que si on a travaillé. J'avais beau mettre de la crème, mon âge ne se lisait pas seulement sur mon visage, il se lisait là, dans ces mains qui ont essuyé des tables, porté des casseroles, repassé des chemises, ramassé des jouets, coupé des fruits, tiré des draps, fermé des volets, ouvert des portes, toujours pour les autres. Je me suis approchée du grand miroir de l'entrée, celui qui agrandit les silhouettes et les rend plus fines. Dans le reflet, j'ai vu la pièce, les invités, les rires. Et puis je me suis vue moi, comme une présence secondaire. À Les Glycines, je suis la gardienne des clés. Je sais où sont rangés les couverts, quel tiroir coince, quelle fenêtre s'ouvre mal. Je sais le rythme de la maison, son souffle, ses caprices. Pourtant, je n'en possède pas l'intimité. J'y habite comme on habite un couloir. Les conversations glissaient autour de moi avec des mots doux, des mots d'apparat. Projet, voyage, villa, rénovation, dîner caritable. Des mots qui n'ont pas d'odeur, alors que pour moi une vie a toujours une odeur, l'amidon chaud, la vapeur du fer, le tissu mouillé, le savon trop fort, la sueur sous la nuque. Marc est venu vers moi, un verre à la main, mon frère. Je l'ai élevé, en vérité, même si la famille préfère une version plus élégante de notre histoire. Son costume était impeccable, sa voix posée. Il m'a embrassé sur la joue avec l'efficacité d'un homme qui coche une case. Joyeux anniversaire, grande sœur. Tu vois, on a fait les choses bien. Comme si mon anniversaire était une opération collective où je n'étais que le prétexte. Sophie a suivi, légère, parfumée, un sourire qui sait se poser au bon endroit. Elle m'a tendu un petit paquet, du papier épais, une ficelle raffinée. Pour toi, Odette, il fallait marquer le coup. Je l'ai remerciée. J'ai posé le paquet sur une console, près d'un cadre photo où on me voit rarement. Dans cette maison, les images disent surtout ce qui est présentable. On a porté un toast, on a parlé de moi à la 3e personne, comme si j'étais déjà un portrait au mur. Odette a toujours été là. Odette, c'est le pilier. Sans elle, on ne s'en sortirait pas. Je les écoutais, immobiles, et je sentais la phrase implicite, celle qui ne se dit jamais, mais qui organise tout. Sans elle, on serait obligé de s'en occuper nous-mêmes. Un invité à lancer avec cette légèreté qu'on prend quand on n'a jamais dépendu d'un autre, à 70 ans, il faut penser à se ménager. J'ai hoché la tête, j'ai souri encore, mais en moi, une image s'est imposée, précise, presque cruelle. 50 ans plus tôt, quand la chanson « Le téléphone pleure » de Claude François passait partout, dans les cafés, dans les voitures, sur les transistors posés sur les rebords de fenêtres, j'avais 20 ans. Mon père avait d'un coup mouru et ma mère avait commencé à s'éteindre lentement. Ce jour-là, j'ai rangé mon rêve dans un tiroir, comme on range une robe qu'on ne portera jamais. J'ai fermé à clé et j'ai pris en main autre chose, un fer brûlant, un travail qui ne déclarait pas toujours ses heures, des mois sans fiche, des saisons sans droit. À l'époque, on ne parlait pas de trimestre comme on en parle aujourd'hui. On parlait de tenir, de faire manger, de payer le charbon.
50 ans plus tard, on me remerciait avec un buffet, une sonate, des fleurs de lavande, et derrière les sourires, je sentais déjà l'idée circuler, me mettre quelque part où je ne gênerais plus, un endroit propre, blanc, régulier, un lieu où on soigne les vieux comme on entretient des plantes qui jaunissent, correctement, sans amour. Je me suis éloignée vers la cuisine. Là, enfin, la maison avait une vérité. Des assiettes à rincer, des serviettes à plier, une casserole à surveiller. Mes mains ont retrouvé leur utilité. J'ai resserré un bouton de manchette oublié sur un plateau et j'ai pensé, sans amertume, seulement avec une lucidité calme, à l'églycine, je suis la Soulet de la maison, mais on me traite comme une lampe ancienne. On l'allume quand elle est encore utile, puis on l'éteint dès qu'elle gêne la décoration. Je suis restée un moment dans la cuisine, à écouter Chopin à travers la porte entr'ouverte, comme on écoute une fête depuis la pièce des coulisses. Là, au moins, personne ne me regardait. Je pouvais respirer sans sourire. J'ai essuyé mes mains sur un torchon impeccable, et le tissu a pris, malgré lui, une légère trace grise. Cette marque minuscule m'a rappelé une évidence. On peut couvrir un passé, mais il remonte toujours par les doigts. Quand je suis revenue dans le salon, Marc riait trop fort à une anecdote, Sophie ajustait la disposition des bougies, et moi je passais entre eux comme une habitude. J'ai croisé mon reflet dans une vitre, une femme de 70 ans, droite, vêtue de noir, avec le calme de celles qui ont beaucoup cédé. Et ce calme-là m'a ramené en arrière, exactement à l'année où tout a basculé. 1974, je le dis comme on dit une date qui coupe une vie en deux. J'avais 20 ans. 2 ans plus tôt, en 1972, j'avais eu mon baccalauréat. Dans ma tête, il y avait encore des salles de classe, des livres, l'idée confuse d'une université. À l'époque, la majorité civile venait à peine de descendre à 18 ans, mais dans nos familles, la majorité ne changeait pas avec la loi, elle changeait avec la nécessité. Et la nécessité est tombée sur nous comme une porte qu'on claque. Mon père est mort d'un coup. Pas une longue agonie qui prépare les cœurs, non, une absence brutale, un vide dans la chaise, une montre arrêtée. Ma mère a commencé à s'abîmer aussitôt, comme si son corps avait décidé de suivre. Marc et Sophie étaient encore des enfants. Ils avaient cet âge où l'on croit que la maison est un endroit solide, où l'on ne comprend pas que les murs reposent sur un seul salaire et sur une seule santé. Je me revois dans une petite pièce froide, face à un dossier d'aide financière, un papier d'allocation et cette proposition d'études qui ressemblait à une porte entr'ouverte, une bourse, une chance. J'avais signé des formulaires avec une main qui tremblait un peu, non pas d'émotion, mais de faim, de fatigue, de peur du lendemain. Et puis, il y a eu ce mot invisible, mais si puissant, l'aînesse. On ne l'écrivait plus dans les textes, on le respirait dans les cuisines. C'est toi l'aînée, tu vas comprendre, tu es forte, tu sais faire. La famille vous applaudit pour vous attacher. J'ai renoncé. Je ne l'ai pas annoncé comme un sacrifice héroïque, je l'ai fait comme on ferme une fenêtre avant l'orage. J'ai signé un papier de renoncement et j'ai rangé les documents de l'université dans une enveloppe. La même semaine, j'ai poussé la porte d'un petit atelier de couture, puis d'une fabrique. Les premières journées, la chaleur du fer m'a brûlé les poignets, l'odeur de tissu mouillé m'a collé à la peau. Je rentrais le soir avec les doigts engourdis et les yeux pleins de poussière de fibres. Je ne travaillais pas toujours comme il faut. On disait « ça dépanne », on disait « c'est temporaire ». La patronne glissait parfois des billets dans une enveloppe sans bulletin de salaire, du travail au noir sans le nom. Et moi, je ne posais pas de questions parce que les questions ne nourrissent pas des enfants. Aujourd'hui, je sais ce que cela a coûté, des trimestres manquants, une retraite qui n'atteindrait jamais le taux plein. À l'époque, je ne connaissais pas ces mots, je connaissais seulement le prix du lait et des cahiers. Il y a eu aussi les papiers de mon père, un petit héritage, rien de glorieux, quelques économies, une parcelle, des objets. On m'a présenté des documents à signer avec des phrases simples.
pour que Marc fasse des études, pour que Sophie ait sa chance. J'ai signé encore. J'ai transféré, j'ai cédé, j'ai renoncé, comme si ma vie n'était qu'un couloir vers la leur. Je me suis installée, juridiquement, dans un endroit étrange, celui de la femme sans patrimoine, mais indispensable. Dans le salon de Les Glycines en 2024, quelqu'un a applaudi la fin d'un morceau de Chopin. Les verres ont tinté, on a ri, et moi, au milieu de ma propre fête, j'ai senti la même chose qu'en 1974. Cette pression douce qui vous pousse à signer, à sourire, à dire oui, parce que c'est plus simple pour les autres. Sauf qu'à 70 ans, on ne signe plus avec la même innocence. Et quelque part en moi, la jeune fille de 20 ans, celle qui avait fermé la fenêtre avant l'orage, a murmuré « Cette fois, tu vas ouvrir la porte ». Quand je suis revenu pleinement au présent, la villa avait cette odeur de fête qui se croit éternelle, champagne, cire, fleurs, et derrière une pointe de cuisine où l'on travaille trop. À Les Glycines, tout paraît facile, parce que tout est pris en charge, et pendant des années, c'est moi qui ai été tout. Marc a levé son verre vers moi une seconde fois, comme si cela suffisait à solder un demi-siècle. Sophie riait avec une amie, sa main effleurant un bracelet fin, une de ces choses qui brillent sans servir à rien. Je les regardais, et au lieu de ressentir de la colère, je ressentais une fatigue ancienne, posée au fond de moi comme un meuble lourd qu'on ne déplace plus. Je me suis souvenu du moment précis où ma vie a changé de nature. 2005, j'avais 51 ans. Mes frères et sœurs étaient arrivés. Marc avait construit une situation solide. Sophie avait épousé un homme qui aimait les maisons comme on aime l'épreuve. Ils ont acheté la villa et ils m'ont invité à venir vivre avec eux. Ils ont appelé cela « Nous allons te prendre en charge ». Moi, j'ai entendu « Nous allons récupérer ton temps ». On m'a attribué une petite chambre sous les combles. Une pièce étroite, propre, avec une fenêtre qui donne sur le toit et les glycines qui grimpent comme une décoration vivante. On m'a dit « Tu seras bien ». Et j'ai répondu « Bien sûr ». J'avais l'habitude de répondre cela. On a toujours l'air bien quand on ne veut pas déranger. Le lendemain même, sans qu'on le formule clairement, le mécanisme s'est mis en route. Le matin, je préparais les petits déjeuners. Les enfants de Marc, mes neveux, descendaient en courant et je mettais des bols sur la table. Je coupais des fruits, je vérifiais les cartables. Sophie déposait parfois les siens aussi, juste pour la journée, juste parce qu'elle avait une réunion. Puis les journées ont cessé d'être exceptionnelles, elles sont devenues la norme. Je suis devenu leur main invisible. Je conduisais, je rangeais, je lavais, je repassais. Je surveillais les devoirs, les fièvres, les anniversaires. Je nettoyais les traces sur les murs et les silences dans les conversations. Je connaissais le nom du dentiste, le jour du cours de piano, la taille des chaussures, la marque de yaourt préférée. Ce savoir-là ne figure sur aucun diplôme, mais il fait tourner une famille comme l'huile fait tourner une machine. Marc et Sophie parlaient de moi comme d'une solution. Heureusement qu'Odette est là. Avec Odette, on peut respirer. Ils me donnaient un toit et en échange, je donnais tout le reste. Ils appelaient cela un arrangement. Moi, je n'avais pas de mots, parce que dès qu'on donne un nom à quelque chose, on peut le contester. J'ai essayé au début de préserver un peu de ma vie. Je voulais travailler encore, accumuler des trimestres, corriger les trous laissés par le travail non déclaré des années 80-90. Mais quand je partais pour un petit job de repassage chez une voisine, on m'appelait en urgence, un enfant malade, un rendez-vous, une voiture en panne. J'ai fini par renoncer à renoncer. J'étais déjà prise. L'exploitation chez nous n'a jamais eu la brutalité des coups, elle a eu la douceur des mots. Tu ne vas pas nous laisser tomber, Odette. C'est pour la famille. Tu es la seule à savoir faire. Au fil des années, ma dépendance économique s'est verrouillée sans bruit.
Avec mes trimestres manquants, ma retraite n'a jamais été complète. Pas de taux plein, pas de marge. Je recevais une somme qui couvrait à peine mes besoins, et Marc complétait quand il fallait. Sophie offrait de temps en temps un manteau, une paire de chaussures. Ils appelaient cela de la générosité. Moi, j'y voyais un fil qui vous tient et qui peut se resserrer. À la villa, j'étais partout, mais je n'étais pas propriétaire de rien, même pas de mon temps. Je possédais les clés, oui, je savais où étaient les documents, les bijoux, les médicaments, j'étais la mémoire. Mais une mémoire, dans une famille comme la nôtre, sert surtout à rappeler aux autres qu'ils peuvent oublier. Ce soir-là, pendant ma fête, j'ai traversé le couloir qui mène aux chambres. Je passais devant les portes comme une employée d'hôtel. Sur un mur, des photos encadrées montraient Marc et Sophie à l'étranger, souriants, libres. Moi, je n'apparaissais que dans une image de groupe au bord, légèrement en retrait, comme si je m'étais arrangé pour ne pas prendre trop de place dans la preuve de leur bonheur. Je me suis arrêté. J'ai posé ma main sur le bois du cadre. J'ai senti un petit vertige, mais pas de faiblesse, une lucidité. Je n'étais pas une sœur invitée, j'étais une fonction, une infrastructure. Et dans une maison, on ne remercie pas les tuyaux tant qu'ils ne fuient pas, on les remplace quand ils gênent. Dans le salon, Chopin recommençait. Les invités riaient. Marc levait son verre, Sophie ajustait une bougie. Et moi, dans le couloir, j'ai compris avec une clarté presque tranquille. S'ils avaient pu, ils auraient applaudi le service, sans regarder la servante. Et c'est précisément à cet instant-là que j'ai senti au fond de moi une question naître, une question dangereuse parce qu'elle ouvre les portes. Et si je cessais simplement d'être là? La réponse n'est pas venue ce soir-là. Elle n'est jamais venue sous forme de révélation spectaculaire. Elle est arrivée plus tard, par accident, comme arrivent les vérités qu'on n'a pas voulu chercher. Quelques semaines après la fête, la villa était redevenue ce qu'elle est la plupart du temps, silencieuse, parfaitement organisée et étrangement vide de ceux qui en parlent comme d'un foyer. Marc était souvent absent, Sophie passait, repartait. Les enfants grandissaient et avaient de moins en moins besoin de moi, ou plutôt ils avaient appris à me considérer comme une évidence. Un matin, Marc m'a demandé de ranger son bureau. Il avait dit cela distraitement, comme on demande d'arroser une plante. « Tu pourrais passer un coup, il y a des papiers partout. » J'ai hoché la tête. Je faisais cela depuis toujours, mettre de l'ordre dans le désordre des autres. Le bureau sentait le cuir neuf et le papier sec. J'ai commencé par empiler des dossiers, aligner des stylos, essuyer la surface du bureau avec un chiffon. Puis j'ai ouvert un tiroir bas, celui qu'on ouvre rarement parce qu'il est lourd et qu'il résiste un peu. À l'intérieur, il y avait une chemise cartonnée, épaisse, d'un beige administratif. Rien n'indiquait mon nom sur la couverture, juste un titre, imprimé sobrement. Tutelle, constitution du dossier. Je n'ai pas compris tout de suite. Le mot était là pourtant, clair, froid. J'ai pris la chemise, elle était lourde, trop lourde pour n'être qu'un projet vague. Je me suis assise, mes mains ont tremblé légèrement en ouvrant les premières pages. Des formulaires, des mentions légales, des annotations au stylo. Et puis mon nom, mon âge, 70 ans, une ligne soulignée, isolement, fatigue, dépendance. J'ai lu lentement, comme on lit un texte dans une langue qu'on croyait connaître. Marc avait entamé une procédure de mise sous tutelle. Il cherchait à faire constater une altération de mes facultés, une supposée confusion liée à l'âge. Tout était formulé avec prudence, avec ce vocabulaire qui ne frappe jamais, mais qui enferme. J'ai tourné les pages, et j'ai compris. La maison de Provence, la petite maison que je n'habitais pas, mais qui était encore à mon nom parce que mon père, autrefois, avait insisté pour que je la garde au cas où. Marc voulait la vendre, elle était devenue intéressante,
très intéressante, et pour la vendre sans discussion, il fallait que je ne sois plus en état de décider. La tutelle n'était pas là pour me protéger, elle était là pour me faire taire. Je me souviens du silence dans le bureau. Même la maison semblait retenir son souffle. J'ai regardé autour de moi, les étagères, les diplômes encadrés, les livres soigneusement choisis pour être vus, et moi, au milieu, avec ce dossier sur les genoux, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de peur, pas de colère immédiate, une clarté glacée. Tout s'emboîtait. La chambre sous les combles, la dépendance financière, les phrases répétées. Tu devrais penser à te reposer. À ton âge, ce serait plus sûr. On pourrait regarder des établissements. Il parlait d'une maison de retraite comme on parle d'une solution technique, propre, définitive. Je n'étais plus une sœur, j'étais devenue un obstacle administratif. J'ai refermé la chemise, mes mains étaient calmes maintenant, trop calmes peut-être. J'ai remis le dossier exactement à sa place dans le tiroir. J'ai rangé le bureau mieux qu'il ne l'avait jamais été. J'ai effacé toute trace de mon passage. Dans la cuisine, j'ai préparé le déjeuner comme d'habitude. J'ai coupé les légumes avec une précision mécanique. Personne n'a rien remarqué. Marc est rentré, a mangé, a parlé de son travail. Sophie a appelé pour dire qu'elle passerait le week-end. Il me regardait comme on regarde toujours quelqu'un qu'on croit acquis. Mais en moi, quelque chose avait basculé définitivement. Ce jour-là, j'ai compris que la loyauté familiale peut devenir une arme quand elle est maniée par ceux qui confondent protection et possession. Et j'ai compris surtout ceci. Si je ne faisais rien, je serais bientôt légalement absente de ma propre vie. Alors, pour la première fois depuis très longtemps, je n'ai rien dit. Je me suis tue. Et ce silence-là n'était plus celui de la soumission, c'était celui de la préparation. Je n'ai pas dormi la nuit suivante, pas parce que j'étais agitée, mais parce que mon esprit travaillait avec une précision nouvelle. Je revoyais le dossier, les mots, les sous-entendus. Je pensais à ce que cela signifiait concrètement. Une signature qu'on me ferait faire sans que j'en comprenne la portée. Un médecin choisi par eux. Une visite organisée pour mon bien. Puis, un matin, un véhicule. Une chambre blanche. Une routine. Et la villa libérée de moi, comme on se débarrasse d'une vieille mécanique. À l'aube, j'ai préparé un café. La maison était silencieuse. J'ai posé la tasse sur la table et j'ai regardé mes mains autour de la porcelaine. Elles étaient rugueuses, un peu gonflées aux articulations. La tasse, elle, était fine, délicate, décorée d'un liseré doré. Ce contraste m'a frappé comme un symbole trop évident. Pendant des décennies, on m'avait laissé faire le travail épais, pendant qu'eux servaient le fragile. Je n'ai pas appelé Marc, je n'ai pas affronté Sophie. J'ai compris que la confrontation immédiate aurait été un cadeau. Elle leur aurait donné l'occasion de se justifier, de pleurer, de me faire passer pour émotive, instable. Non, je devais rester ce qu'ils croyaient que j'étais, docile. C'était ma meilleure couverture. Ce matin-là, j'ai mis mon manteau noir, celui que je porte quand je ne veux pas être remarquée. Je suis sortie en prétextant des courses. Personne n'a posé de questions. Personne ne pose jamais de questions quand on a pris l'habitude que vous existiez pour gérer le quotidien. J'ai pris le bus, puis un tram. J'avais l'impression étrange de redevenir la jeune femme de 1974 qui se déplaçait avec des pièces comptées dans la poche, sans droit à l'erreur. Sauf qu'aujourd'hui, je connaissais le danger, et cette connaissance me donnait une énergie froide. Je suis allée voir Henri. Henri n'était pas un ami de la famille. Henri était un ami à moi, ce qui chez moi relevait presque de la clandestinité. Nous nous connaissions depuis l'époque où je courais entre l'usine et l'école des enfants. Il était devenu notaire, puis il avait pris sa retraite. On disait de lui qu'il avait de la droiture. Moi, je savais surtout qu'il avait la patience d'écouter sans juger. Son cabinet n'avait plus la grandeur administrative des études actives. C'était une petite pièce au 2e étage d'un immeuble ancien, avec des dossiers rangés comme des souvenirs et un silence bienveillant. Henri m'a ouvert lui-même.
Il m'a regardé longtemps, comme on regarde quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis des années et dont on devine qu'il vient pour une raison grave. « Odette, qu'est-ce qui t'amène » Je me suis assise, j'ai retiré mes gants. Mes mains ont paru encore plus brutes sur le bureau clair. Henri a posé devant moi une tasse de thé dans une soucoupe en porcelaine, simple, sans ostentation. Et là, dans ce petit cérémonial, j'ai senti quelque chose se desserrer en moi. Je n'étais plus une fonction, j'étais une personne. Je n'ai pas commencé par l'émotion, j'ai commencé par les faits, comme on apprend à le faire quand on a été trop souvent prise de vitesse. Marc prépare un dossier de tutelle. Le mot est tombé dans la pièce avec un poids immédiat. Henri n'a pas besoin d'explications longues. Son visage s'est fermé, pas par indignation spectaculaire, mais par professionnalisme. Il a pris un carnet, a noté. « Tu l'as vu » J'ai hoché la tête. Henri a posé une question que personne ne m'avait jamais posée dans cette famille. « Qu'est-ce que tu veux, toi ?» Cette phrase si simple m'a presque fait mal, parce que je me suis rendu compte que je n'avais plus l'habitude de vouloir quelque chose pour moi. Je savais ce dont les autres avaient besoin, je savais ce qu'ils attendaient, mais moi, mes désirs étaient restés dans un tiroir fermé à clé, avec l'enveloppe de l'université. J'ai inspiré. Je veux rester capable, je veux décider, et je veux qu'on ne puisse pas m'enfermer. Henri a acquiescé. Il m'a parlé de capacité juridique, de preuves, de prudence. Il m'a expliqué, sans me faire peur, ce que je risquais et ce que je pouvais faire. Il a dit des mots précis, médecin indépendant, certificat, rendez-vous, protection. Je l'écoutais et pour la première fois depuis longtemps, je sentais que mon âge n'était pas seulement une faiblesse, il pouvait être un argument, un droit, une dignité à défendre. Avant de partir, Henri m'a regardé avec une douceur grave. « Odette, tu as été généreuse, mais la générosité n'est pas un contrat, et le silence n'est pas un consentement. » Je suis sortie avec un petit dossier de conseils, quelques noms, et surtout une sensation neuve, celle d'avoir retrouvé une arme que je croyais perdue. Ce n'était pas une arme pour attaquer, c'était une arme pour tenir debout, et en descendant l'escalier, j'ai compris que mon silence venait de changer de nature. Il n'était plus la marque de la résignation, il était devenu une stratégie. Les jours suivants, j'ai vécu comme on marche sur une ligne fine. À l'extérieur, je restais la même Odette, discrète, efficace, disponible. À l'intérieur, je posais des jalons, je comptais, je notais, je préparais. Je découvrais en moi une rigueur que je croyais réservée aux autres, à ceux qui ont appris tôt à défendre leurs intérêts. Je suis allée chez un médecin, loin de notre quartier, un médecin recommandé par Henri. Je n'ai rien dit à Marc ni à Sophie. Je suis entrée seule dans un cabinet où l'on ne me connaissait pas, où mon nom n'était lié à aucune histoire familiale. Cela m'a fait du bien, presque physiquement, être un dossier neutre, un corps qu'on examine sans arrière-pensée. Le médecin m'a fait parler, marcher, répondre à des questions simples. J'ai senti l'humiliation possible, celle d'être testé comme on teste un objet dont on doute, mais je l'ai traversée, parce que je savais ce qui était en jeu. Quand il a terminé, il a écrit un certificat clair, pas d'altération, capacité intacte, lucidité. En sortant, j'ai serré ce papier contre moi comme on serre une bouée, pas par panique, par prudence. Puis j'ai pensé à la Provence. La maison, la petite maison dont Marc parlait comme d'un fardeau quand il fallait payer une réparation, et comme d'une opportunité dès qu'il y voyait un chiffre. J'avais accepté qu'elle reste à mon nom sans trop y penser, par fatigue, par habitude, et aussi parce qu'au fond de moi, cette maison était le dernier lieu où je n'avais pas servi, un lieu qui existait sans me demander de repasser une chemise. J'ai fouillé dans mes papiers, ceux que je garde dans une boîte banale au fond d'un tiroir, comme une femme qui sait qu'un jour les documents peuvent sauver une vie. J'ai retrouvé une enveloppe plus ancienne, jaunie. Le papier avait une odeur de temps. J'ai revu mon père,
pas son visage, plutôt sa manière de tenir une feuille, de plier soigneusement, comme si l'ordre pouvait conjurer le malheur. C'est là que j'ai remis la main sur ce que j'avais presque oublié, une disposition particulière, rédigée jadis, une sorte de volonté intime qui n'avait jamais été brandie comme une arme. Mon père avait voulu que cette parcelle-là revienne à moi, en propre, pas pour être juste, mais pour être sûr. Il savait, lui, il avait compris avant moi ce que l'aînesse exige et ce qu'elle vole. Henri m'a aidé à vérifier, à comprendre, à traduire en droit ce que mon père avait écrit en instinct. Et la vérité a surgi, non pas comme une surprise, mais comme un renversement. Cette terre, ce bout de Provence que je pensais sans valeur réelle, avait changé de monde. Les années avaient fait ce qu'elles font, elles avaient déplacé les lignes, les routes, les désirs, le tourisme, les projets, les aménagements. Le prix de ce qui était insignifiant était devenu énorme, pas seulement multiplié, mais transformé en pouvoir. Je n'en ai parlé à personne, pas même à Henri au début, autrement que par des chiffres prudents. Je ne voulais pas que cela prenne la forme d'une fortune, je voulais simplement comprendre ce que cela changeait, ma place. Pendant que Marc et Sophie me regardaient toujours comme une dépendance, je découvrais que je pouvais, si je le décidais, ne plus dépendre d'eux. Ce renversement m'a fait peur, étrangement, parce que la dépendance, on la déteste, mais elle est familière, elle vous donne une identité, la sœur utile, la tante indispensable, la présence qui arrange. La liberté, elle, est un territoire inconnu, elle demande de choisir. Et choisir pour moi avait toujours signifié priver quelqu'un d'autre. Je me souviens d'un après-midi précis. Sophie est entrée dans la cuisine, a ouvert le réfrigérateur, a pris un yaourt et a dit d'un ton distrait « Odette, tu as pensé aux vacances des enfants? On compte sur toi pour t'organiser, hein ?» On compte sur toi, comme on compte sur une machine. Je l'ai regardée. Elle ne me regardait pas vraiment. Elle regardait déjà ailleurs, son téléphone, son agenda, sa vie. J'ai répondu comme toujours, bien sûr. Mais à l'intérieur, une autre phrase s'est formée, lente, définitive. Cette fois, ce ne sont plus eux qui décideront de mon emplacement. Le pouvoir n'est pas toujours dans le fait de crier. Souvent, il est dans la connaissance silencieuse d'un chiffre, d'un papier, d'un droit, dans la capacité de dire non un jour, sans trembler. Et ce jour-là, au milieu d'une cuisine parfaitement rangée, j'ai senti la Provence s'ouvrir en moi comme un horizon. Non pas un rêve de luxe, un rêve plus rare, plus tardif, plus précieux, ne plus être prise pour acquise. Le moment est venu plus vite que je ne l'avais prévu, non pas parce que j'étais pressée, mais parce que la famille, quand elle croit tenir quelqu'un, finit toujours par parler trop tôt. C'était un dîner ordinaire, un de ceux où l'on mange bien sans se regarder vraiment. La table était dressée avec soin. Sophie avait choisi une nappe claire, Marc avait ouvert une bouteille qu'il gardait pour une occasion. Les enfants parlaient de l'école. Tout semblait paisible, presque tendre. Et pourtant, je sentais sous la surface cette impatience mal dissimulée, cette envie de régler une question devenue encombrante. Moi. Marc a commencé doucement. Il a toujours eu ce talent-là, celui d'enrober les décisions des autres. Odette, on se disait avec Sophie qu'à ton âge, il faudrait peut-être penser à ton confort. Je n'ai pas levé les yeux tout de suite, j'ai coupé ma viande lentement, j'ai mastiqué, j'ai pris le temps. On n'interrompt pas quelqu'un qui se prépare à dire une vérité administrative. Sophie a enchaîné, la voix mielleuse, presque affectueuse. Il existe des établissements formidables maintenant, très humains, avec des activités, des soins. Tu serais entouré, et nous, on serait rassurés. Rassurés, pas soulagés, rassurés. J'ai posé mes couverts, j'ai essuyé mes doigts avec la serviette, j'ai relevé la tête.
Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas souri. « Vous avez déjà choisi lequel ?» ai-je demandé calmement. Ils ont échangé un regard rapide, presque soulagé. Marc a hoché la tête. On a regardé, oui, c'est important d'anticiper. Anticiper, comme on anticipe une panne. Je me suis levé, j'ai quitté la table sans précipitation. Dans le salon, la lumière du soir tombait doucement sur les meubles. Tout semblait immobile, figé dans une élégance qui n'avait jamais eu besoin de moi pour exister, seulement pour être entretenu. Je suis revenu avec une chemise cartonnée, la même couleur que celle que j'avais trouvée dans le bureau de Marc. Je l'ai posée au centre de la table. Le silence est tombé aussitôt. « Et qu'est-ce que c'est ?» a demandé Sophie. J'ai ouvert la chemise, j'ai sorti les documents, je les ai alignés avec soin, comme j'alignais autrefois les chaussettes des enfants. « C'est le dossier de tutelle que tu prépares, Marc. » Son visage a pâli. Pas de honte immédiate, de la surprise, comme quelqu'un qu'on surprend en train de lire une lettre qui ne lui était pas destinée. « Odette, ce n'est pas ce que tu crois. » Je l'ai interrompu d'une voix qui ne tremblait pas. « Vous voulez m'enfermer dans une chambre blanche pour pouvoir repeindre vos vies avec l'argent de la mienne, c'est bien cela. » Les mots ont tranché net. Pas de cri, pas de colère. Une phrase droite, comme une lame posée sur la table. Sophie a murmuré « C'est pour ton bien ». Je l'ai regardé, vraiment regardé. Pour la première fois, j'ai vu non pas une sœur, mais une femme pressée de ne plus être redevable. « Le bien, ai-je répondu, ce n'est pas de disparaître pour arranger les autres. » J'ai sorti alors un autre document, un certificat médical, daté, signé. Je suis juridiquement capable, et je le resterai tant que je respirerai. Marc n'a rien dit, il avait compris, non pas parce qu'il était soudain devenu moral, mais parce qu'il voyait s'effondrer une construction silencieuse qu'il croyait solide. Je me suis assise de nouveau, j'ai croisé mes mains. J'ai aussi pris une décision concernant la maison de Provence. Là, leurs regards se sont tendus. Elle sera vendue. L'argent ira à une fondation pour des femmes qui ont travaillé toute leur vie sans contrat, sans retraite, sans voix. Sophie a ouvert la bouche. Marc a voulu parler. J'ai levé la main. Ce n'est pas une vengeance, c'est une cohérence. Je les ai regardés l'un après l'autre. Vous ne me devez rien, mais vous ne me prendrez plus rien. Ce soir-là, je n'ai pas gagné une bataille familiale. J'ai simplement cessé d'être une variable d'ajustement. Et dans le silence qui a suivi, j'ai compris que la maison était déjà en train de se fissurer, non pas parce que je la détruisais, mais parce que je m'y retirais. Ils ont essayé, bien sûr. La famille essaie toujours quand elle sent que la prise lui échappe. Pas avec des excuses franches, ce serait trop simple, mais avec des mots qui cherchent à réinstaller l'ancien ordre. Marc a commencé par se défendre comme on défend une procédure, en parlant de prudence, de responsabilité, de stress. Odette, tu interprètes. On voulait juste te protéger. La tutelle, c'était une mesure de sécurité. Une mesure, comme un cadenas sur une porte. Sophie, elle, a choisi la voie morale, celle qui rend l'autre coupable de sa propre défense. Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu nous menaces, tu veux nous punir. Je les ai laissés parler, je ne bougeais presque pas. Mes mains étaient posées sur la table, paume contre le bois. Je sentais la vieille tentation revenir, apaiser, réparer, dire « ce n'est pas grave ». Cette tentation-là, je l'avais nourrie pendant 50 ans. Elle est douce, elle est familière, et elle vous détruit. Alors j'ai parlé, non pas longtemps, mais juste assez. Je ne vous menace pas, je vous informe. Marc a voulu reprendre le contrôle, comme il sait le faire. Il a pointé un doigt vers la chemise de documents. « Et tu crois que tu peux faire ça comme ça? Tu crois qu'on va te laisser tout décider ?» J'ai senti dans sa question la phrase cachée « On va reprendre les clés ».
Je me suis tournée vers lui. Ma voix était calme, presque fatiguée. La loi ne demande pas l'autorisation d'un frère, elle demande la capacité, et je l'ai. J'ai tapoté du bout des doigts mon certificat médical. Voilà, c'est signé par un médecin indépendant, pas un ami, pas un spécialiste choisi, pas quelqu'un qui travaille pour ta conscience. Un silence, puis Sophie a murmuré avec ce tremblement qui ressemble à de la fragilité, mais qui sert souvent à manipuler. « Et si tu te trompes, si tu te retrouves seule ?» Je n'ai pas souri, mais j'ai eu pour elle une forme de douceur froide. « Je suis déjà seule, Sophie. La différence, c'est qu'aujourd'hui je le sais. » Je me suis levée, j'ai ouvert un tiroir du buffet du salon, celui où je darde depuis toujours les papiers importants de la maison, parce que c'est moi qui range, moi qui classe, moi qui protège. J'en ai sorti une enveloppe brune. « Henri m'a aidé », ai-je dit. Le nom a fait l'effet d'un verrou qu'on referme. À l'intérieur, il y avait le projet juridique que nous avions préparé, une donation avec charge. Pas un grand discours, pas un caprice, un acte précis, une condition, une ligne claire. L'argent issu de la vente serait affecté en partie à une œuvre utile. Et une autre condition, plus essentielle, je ne serais pas dépossédé de mon droit de choisir où vivre, comment vivre, avec qui. Marc a pris le document, l'a lu. Je voyais son visage se décomposer, non par émotion, mais par calcul contrarié. Il a posé la feuille comme si elle brûlait. « Tu fais ça pour nous faire peur. » Je l'ai regardé. « Non, je fais ça pour que vous cessiez de compter sur ma peur. » Sophie a pleuré, ou bien elle a imité les larmes, je ne sais plus. Je ne sais plus faire la différence quand les larmes arrivent exactement au moment où la vérité devient inévitable. Mais la famille, ce mot-là je le connais, on l'a utilisé comme une corde autour de ma taille. Je me suis assise de nouveau, lentement, et j'ai dit la phrase que je gardais depuis des années, sans savoir qu'elle m'attendait. La famille, ce n'est pas une coquille où l'on enferme l'aîné pour que les autres puissent briller. La famille, c'est un socle, et vous avez voulu transformer le socle en meuble qu'on déplace. Marc s'est levé brutalement, il a fait quelques pas comme un homme qui cherche une issue. « Alors quoi, Odette, tu vas nous abandonner? Tu vas laisser les enfants ?» Et voilà, enfin, le vrai mot, abandonner. Comme si partir après avoir donné toute une vie était un crime. J'ai répondu sans élever la voix, « On n'abandonne pas quand on se sauve, on se retire. » Je les ai regardés, et pour la première fois, j'ai vu leur monde sans mon huile, sans ma présence. Leur organisation, leur confort, leur rythme, tout reposait sur mon travail silencieux. Ils ne s'en rendaient pas compte, parce que la facilité rend aveugle. Ce soir-là, je ne cherchais pas à les punir. La plus grande sanction, je le savais déjà, serait beaucoup plus simple, ma disparition du système. Et dans ce calme-là, j'ai senti une chose étrange, non pas la victoire, mais l'air qui revient quand on cesse de vivre dans une coquille. Je n'ai pas fait de valise devant eux, je n'ai pas claqué de porte. Je ne voulais pas leur offrir une scène, ni me donner le rôle de la vieille femme dramatique qu'ils pourraient raconter ensuite en soupirant « Elle a perdu la tête ». Non, je suis restée exacte, presque banale. La banalité est parfois la forme la plus solide du courage. J'ai attendu la nuit. Dans la maison, on avait éteint les lumières du rez-de-chaussée. J'entendais au loin un robinet qui gouttait, un volet qui craquait sous le vent, les respirations des enfants derrière une porte. Je connais ces sons comme on connaît un alphabet. J'ai été la gardienne de ce petit monde pendant près de 20 ans. Et ce qui me frappait cette nuit-là, c'était une évidence. Ils dormaient, eux, parce qu'ils avaient toujours su qu'il y aurait quelqu'un pour se lever si quelque chose arrivait. Quelqu'un, c'était moi. Je suis montée dans ma chambre sous les combles. La pièce était à peine chauffée. Le plafond bas vous rappelle chaque jour que vous n'êtes pas chez vous. J'ai ouvert l'armoire. Peu de choses. On ne possède pas beaucoup quand on vous a toujours demandé d'être légère, pratique
disponible. J'ai sorti une petite valise, vieille mais solide. Puis j'ai choisi, et ce choix a eu quelque chose de cérémoniel. D'abord, la boîte en fer, une boîte de biscuits d'autrefois, cabossée que je garde depuis des décennies. Dedans, il y a des photos, mon père, ma mère, nous, enfants, des visages qui me regardent depuis un autre siècle, des preuves que j'ai existé avant d'être utile. Ensuite, les chaussures de danse, elles étaient dans un sac en tissu, avec une odeur de cuir sec. Je les avais achetées quand j'étais jeune, avant 1974, quand je croyais encore que ma vie contiendrait de la musique pour moi. Je ne les ai presque jamais portées, pas par tristesse, mais par manque de temps, par manque de droit. Les prendre cette nuit-là, c'était reprendre une partie de moi que j'avais laissée dans un tiroir fermé. Je n'ai pas pris de souvenir de les glycines, ni vase, ni nappe, ni objet de valeur. Je ne voulais rien devoir à cette maison. Je ne voulais pas emporter un fragment de leur décor. Je voulais sortir sans trace, comme on sort d'un système qui vous a consommé. Avant de quitter la chambre, j'ai regardé autour de moi. Les murs blancs, la petite fenêtre, le lit étroit. Tout était propre, tout était triste. Et je me suis surprise à ressentir non pas de rancœur, mais une étrange gratitude. Cette pièce me rappelait chaque jour que je n'avais pas à m'attacher. Je suis descendue lentement, marche après marche, en tenant la rambarde pour ne pas faire grincer le bois. La villa était plongée dans une pénombre bleutée. Dans le salon, les glycines projetaient des ombres sur les murs, comme des mains végétales. Je me suis arrêtée une seconde devant le piano. Les touches blanches et noires semblaient dormir. Chopin était parti avec les invités. Il ne restait que le silence réel. Dans la cuisine, j'ai posé un petit mot sur la table. Pas une lettre, une phrase. Je ne me souviens plus de la formulation exacte, mais je sais l'idée. Je pars. Pas je vous accuse, pas je vous déteste, juste je pars. Parce que parfois le départ est la seule phrase qu'on respecte. J'ai pris mon manteau, j'ai ouvert la porte d'entrée avec la clé que je gardais depuis des années. La clé a tourné sans résistance, comme si la maison elle-même acceptait mon geste. Dehors, l'air était froid. Le ciel commençait à pâlir, très légèrement, au bord de la nuit. J'ai avancé sur le chemin de pierre qui mène au portail. Mes pas résonnaient doucement. Je pensais à une chose simple. Quand je ne serai plus là, qui fera le petit déjeuner? Qui vérifiera les rendez-vous? Qui trouvera le doudou perdu? Qui arrosera les plantes, nettoiera les traces, rassurera les enfants? Ils allaient découvrir, enfin, ce que vaut une présence quand elle disparaît. Au portail, je me suis retournée. La villa était belle, trop belle, une beauté de carte postale, immobile, presque indifférente. Et j'ai vu dans cette beauté quelque chose de légèrement grotesque. Tout ce luxe reposait sur un travail invisible, sur des gestes jamais payés, jamais comptés, jamais reconnus. Je n'ai pas pleuré. Les larmes auraient donné à cette nuit le goût d'une défaite. J'ai fermé le portail derrière moi, doucement. Et dans ce geste, j'ai senti une catharsis étrange. Je ne quittais pas seulement une maison, je quittais une place assignée. Je quittais le rôle de la sœur utile. Je devenais, pour la première fois depuis très longtemps, une femme, pas un service, pas une fonction, une femme qui marche vers son matin. Quand le jour s'est levé complètement, j'étais déjà loin de les glycines. Le ciel avait cette couleur pâle qu'on ne remarque que quand on n'a plus d'obligations immédiates, un bleu discret, presque timide, comme une promesse qui n'ose pas encore se dire. J'ai pris le train sans empressement, personne ne m'attendait à l'arrivée, et cette idée, loin de m'angoisser, m'a procuré un apaisement inattendu. Mon nouvel appartement donne sur la Méditerranée. Rien de spectaculaire. 2 pièces, un balcon étroit, des murs clairs. Le matin, la lumière entre sans demander la permission. On entend les mouettes, parfois le moteur d'un bateau, parfois seulement le vent. Ici, rien ne m'appelle par mon prénom pour me demander un service.
Et cela, à 70 ans, ressemble à un luxe inavouable. Le premier jour, j'ai fait quelque chose d'inédit. J'ai engagé quelqu'un pour m'aider. Une femme douce, ponctuelle, déclarée. Je la paye correctement. Elle me regarde dans les yeux quand elle me parle. Je n'ai pas honte de cette décision. Au contraire, pour la première fois, je reconnais officiellement ce que j'ai toujours su sans me l'autoriser. Le soin mérite salaire, reconnaissance et limite. Je range lentement mes affaires. La boîte en fer est sur une étagère basse. Les photos ne sont pas encore toutes sorties. Je prends mon temps. Les chaussures de danse sont près du canapé. Je ne sais pas si je danserai vraiment un jour. Peut-être, peut-être pas. L'important n'est plus l'usage, mais la possibilité. Parfois, je pense à Marc, à Sophie, aux enfants. Je ne me réjouis pas de leur désarroi, mais je l'imagine. Le désordre du matin, les oublis, les tensions nouvelles. Ils découvriront que ce qu'ils appelaient organisation reposait sur une femme qui ne comptait pas ses heures parce qu'on ne comptait pas sa valeur. Je ne les ai pas appelés, je ne leur dois pas une pédagogie de l'absence. L'absence enseigne mieux que les discours. Elle met chacun face à ce qu'il croyait acquis. Sur le balcon, je m'assieds avec un café. La tasse est simple, mes mains la tiennent sans trembler. Je regarde la mer et je pense à cette phrase que personne ne m'avait jamais dite quand j'avais 20 ans, ni 40, ni même 60. Tu as le droit de vivre pour toi. À 70 ans, on croit que les droits sont derrière soi. En réalité, ils reviennent autrement, plus calmes, plus essentiels. Je ne me considère pas comme une héroïne, je n'ai pas gagné contre quelqu'un. Je me suis simplement retirée d'un système qui m'utilisait sous couvert d'amour. J'ai cessé d'être la fondation invisible pour redevenir un être humain visible, au moins à mes propres yeux. La liberté à cet âge ne ressemble pas à un feu d'artifice. Elle ressemble à un matin sans urgence, à un silence qui ne pèse pas, à la possibilité de dire non sans se justifier. Si je devais laisser un testament, ce ne serait pas un bien matériel, ce serait une phrase, simple, comme celle que j'ai apprise trop tard. La plus grande des générosités n'est pas de se sacrifier jusqu'à disparaître, la plus grande des fidélités est de se rendre enfin sa propre liberté. Et tandis que la lavande sèche sur le rebord de la fenêtre, je comprends que ce que j'ai légué ce jour-là, sans acte notarié, sans témoin, c'est bien plus qu'un héritage. C'est une absence qui oblige les autres à grandir et une présence, enfin, qui m'appartient. Il y a des vies qui s'écoulent dans le silence, non pas par faiblesse, mais par fidélité. Cette histoire n'est pas celle d'une vengeance, ni même d'une victoire tardive. C'est l'histoire d'un réveil, celui d'une femme qui a compris, à 70 ans, que l'amour ne justifie pas l'effacement et que la loyauté ne devrait jamais coûter une existence entière. Odette n'a pas fui sa famille, elle a cessé d'être utilisée comme une ressource inépuisable. Elle a rappelé une vérité que beaucoup redoutent d'affronter. Se sacrifier n'est pas toujours aimer, et rester n'est pas toujours être juste. Parfois, partir est la seule manière de se respecter et, paradoxalement, d'obliger les autres à se regarder en face. Et vous, qui écoutez cette histoire, avez-vous déjà senti que votre rôle dans une famille, un couple, un travail, avait glissé de l'amour vers l'obligation ? Avez-vous déjà donné tant de vous-même que personne ne s'est aperçu de ce que cela vous coûtait ? Avez-vous, vous aussi, rangé vos rêves dans une boîte en vous disant « ce n'est pas le moment » ? Si cette histoire résonne en vous, ne la gardez pas pour vous, racontez-nous la vôtre. Dans les commentaires, partagez un fragment de votre vie, une décision, un renoncement, un départ ou un réveil tardif. Nous croyons que chaque existence mérite d'être entendue, et si vous le souhaitez, nous vous aiderons à transformer votre histoire dans un film sincère, humain, fidèle à votre vérité. Parce que parfois, mettre sa vie en récit, c'est déjà reprendre possession de soi.